commencement à la fin, c'était 2 mois et demi, presque 3 mois de tournage, c'est un film de Julien Duvivier, où tout d'un coup, je découvrais le cinéma et j'ai senti que je n'en sortirais jamais. Alors, ce qu'il a, Claude, c'est un homme très réservé. Il a été élevé de façon où il est trop timide pour être peut-être même un comédien. Il a été chef d'orchestre, il a été parachutiste. Oui, mais enfin, tout est comme ça, tout est venu. Mais j'ai noté, il a commencé comme coursier, il vient de vous le dire. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il a été acteur aussi, par hasard, parce que on en avait besoin au dernier moment, mais il n'a jamais voulu être dans la vitrine, il voulait être derrière la caméra. Et alors, il a fait des accessoiristes, assistants, conseiller technique, réalisateur de deuxième équipe et réalisateur de court-métrage. Et vraiment, il a eu l'intelligence, la sagesse ou la peur de devenir réalisateur. Et pour une raison qui est très belle, qui va vous expliquer, c'est qu'il a eu la chance de côtoyer, d'être à côté de gens prodigieux, les plus grands, les Capra, et qui se dit, et Léophule, il va vous en parler, les Cocteau, les Giono, et il se disait à chaque fois, je ne peux pas faire ce métier, ces mecs le font trop bien. Et il avait tort parce qu'il a fait aussi bien qu'eux. Alors c'était par... on ne peut pas dire que c'était par lâcheté, parce que ça pourrait être au côté « oh, je veux pas sauter », mais c'était par pudeur plutôt. Oui, c'était par modestie, parce qu'en effet, vous venez de le dire très bien, c'est ces gens comme Max Ophüls, comme René Clair, comme Jean Giono, comme Jean Cocteau, parce que c'est avec qui je travaillais, étaient pour moi des sommités. Ils avaient déjà, même Orson Welles, je travaillais 2 jours avec Orson Welles. Mais, il y avait Melville, il y avait Capra, il y avait Abel Gans. C'est vrai que je me sentais tout petit à côté de ces gens-là, qui me considéraient très bien d'ailleurs. C'était ma seule vanité, c'est que mon seul bâton de maréchal, c'est que j'étais un très bon premier assistant. Et je disais que je préférais finalement être second à Rome que premier dans mon village, parce que je préférais être à côté de ces grands, à côté de ces Césars, plutôt que de risquer, par ambition, de passer à la mise en scène et de ne pas faire le poids. Voilà. C'était donc par modestie et par sagesse, sans doute. Voilà. Et ça vous a permis de connaître tout. C'est-à-dire, on ne pouvait pas vous tromper. Si vous aviez besoin d'un accessoire, vous saviez qu'il fallait du temps pour le trouver. S'il fallait trouver un praticable, il fallait le temps de le monter. Et vous, on pouvait pas. Vous n'avez pas été. Il vous a manqué 2 choses finalement, opérateur et producteur. En effet, encore j'étais producteur délégué avec Claude Lelouch, mais c'était pas vraiment. C'était également exceptionnel pour suivre 2 films qui sont. Et donc c'est opérateur que tu. Voilà. Mais Claude Lelouch a failli, quand on lit votre livre, moi je connais bien Claude, et vous aussi et beaucoup, Claude est un homme qui est envahissant, quand on est sous sa coupe, il y a lui, et puis il tient tout ça. Et en pensant qu'il vous avait presque pris à l'année, il faut bien le dire, je me suis dit, là vous avez frisé aussi, vous auriez peut-être rester le bras droit indispensable de Lelouch, mais ça vous aurait empêché de faire le film. Et au contraire, c'est par Lelouch, par Lino Ventura, que le premier film a eu lieu. Alors maintenant, parlez-nous comment vous avez été pour la première fois réalisateur, et pas des moindres, puisque c'était le Silencieux. Et comment ça s'est passé? J'avais déjà fait avec Lino Ventura plusieurs films, comme assistant, comme premier assistant, notamment La Loi des rues avec Ralph Habib, Jeanne Moreau, etc. Et puis 100 000 $ au soleil, où j'étais premier assistant sur le film, et L'aventure, c'est l'aventure. Donc on était devenus avec Lino très amis. Et on faisait le monde, on prenait nos repas ensemble, et on avait un peu le même sens des choses, peut-être même, le mot est un peu trop fort de dire une philosophie, mais on faisait le monde et on se retrouvait très bien ensemble. Et pudeur aussi, lui. Voilà. Alors, un jour, c'est lui qui... On les étions en train de, comme on dit, entre guillemets, déconner avec Claude et Lino, parce qu'on n'arrêtait pas de plaisanter, et surtout après l'aventure, c'est l'aventure, on avait gardé cet esprit un peu de tout le temps plaisanter. Et je dis à Claude, c'est l'heure, il y a mon court-métrage qui passe maintenant, enfin, il y a projection. Il dit à Lino, excuse-nous, parce que
il y a la projection du film, du court-métrage de Claude. Alors voilà. Et Lino fait, ah bon, parce que moi, j'ai pas le droit de voir le court-métrage de Claude. Écoute, merde pas, allez, viens. Donc ça. Alors, on vient en projection, on passe mon court-métrage, qui avait été tourné en Iran, et à l'issue de la projection, il me fait, mais je suis absolument imbécile, je cherche un réalisateur, je vais te proposer, Claude. Je dis, attends. Parce qu'on m'avait déjà proposé des films, mais ça me faisait peur, et puis les scénarios, j'aimais pas beaucoup les scénarios. Alors je lui dis, qu'est-ce que c'est comme sujet? Ben, je vais te le faire lire. Bon. Et alors je le lis, 3 jours après, il m'appelle, il me dit, alors, Lino, c'est très gentil de me donner ça, mais dans les 20 premières pages, il y a une situation, il y a un personnage, d'accord, mais le reste, c'est de la merde. Alors, il m'a dit, bon, tu vas faire le film parce qu'on est d'accord tous les deux. Ah, bon, je dis, mais là, il y a un scénario à écrire. Elle me dit, alors ça t'ennuie de travailler avec Jean-Loup Dabadi? Non. Et d'avoir Gaumont comme producteur? Oui, ça va. Et Lino Ventura comme acteur? S'il est imposé, ça va, mais sinon, c'est pas. Alors, on avait ce genre de rapport. Et grâce à lui, grâce à Lino, finalement, j'ai travaillé avec Jean-Loup, on a écrit un scénario, et le film Le Silencieux a été tiré, soyons modestes, était tiré à 2000 copies en Chine, vu par 60 millions de Chinois. Et quand on sait qu'ils sont 1,3 milliard, restons modestes. Oui. C'était quand même la population de la France. Alors ça, c'est un bon démarrage, le film a bien marché, et ça m'a permis ensuite d'enchaîner avec Gaumont. Alors, vous avez parlé de Jean-Loup Dabadi, et il a une qualité, Claude Pinoteau, qu'il avait, puisque malheureusement aujourd'hui, il a décidé de... Enfin, il attend d'ailleurs la proposition peut-être d'un film, il le ferait, mais pour le moment, il est au repos. Mais il a toujours su s'entourer de collaborateurs. Il a eu Vladimir Cosma comme musicien, et il y a des merveilleuses anecdotes sur lui. Et puis, il a eu Daniel Thompson comme scénariste, et même comme... et il rend toujours hommage aux gens avec qui il a travaillé, parce que pour tout le monde, la boum ou la gifle, c'est de lui, c'est ceci, et chaque fois qu'il doit rendre ou l'idée à Daniel Thompson, ou le fait qu'elle a travaillé le script et les dialogues et tout, il a toujours su s'entourer de gens de qualité. Et entre autres, c'est pour quel film où l'idée est de Daniel Thompson? C'est la boum ou la gifle? Non, c'est la boum, parce que dans la gifle, c'est un petit peu autobiographique, un petit peu. Ouais. C'est plus... on est parti de la page blanche, comme je dis toujours, il n'y a rien de plus susceptible qu'une page blanche, elle se froisse pour rien. Oui. Et donc, là, on est parti de la page blanche. Mais la boum, c'était la famille de Daniel, comme vous savez. Denise Gray, c'était un peu Marcel de Houry, c'est la mère de Gérard. Et comme ses enfants... C'est la maîtresse de Dufy. Voilà. Maintenant, il y a prescription, on peut le dire. Et à la fin, toujours d'ailleurs, ces 2 enfants, Christopher et Caroline, qui rentraient du lycée alors que nous travaillions avec Daniel chez elle. Et là, on réverbérait nos idées sur ces enfants. Et en captant leur langage et tout. C'était les conseillers techniques à 13 ans. Caroline nous disait, ah non, ça on dit pas ça on dit plutôt ceci, etc. Bon. Et finalement, c'était assez extraordinaire parce qu'on inventait et on contrôlait le soir avec ses propres enfants. Et c'est comme ça qu'on a écrit. Mais je dois reconnaître que, tel que ça s'est passé, un producteur de télévision m'avait invité à déjeuner en me disant, voilà, je vous propose une série, en tout cas de faire le pilote d'une série. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il y avait 2 pages dactylographiées. Voilà, c'est une série qui s'appellera La Boum, et c'est Daniel Thompson qui va l'écrire. Et on me demande si vous voulez mettre en scène le pilote. J'ai dit, écoutez, vous auriez pu économiser un déjeuner, parce que je suis sous contrat Gaumont, je ne peux pas faire ce film. Ah, je dis, ça m'ennuie, parce que j'adore Daniel. Puis, moi, quand j'avais 14 ans, j'étais fou amoureux d'une fille. J'ai été amoureux toute mon adolescence, d'ailleurs, romantique, j'écrivais des vers. Je me suis dit, voilà, une occasion de pouvoir dire tout ce que j'ai dans le cœur, et que j'ai gardé avec fraîcheur. Je dois avoir, pas un frigidaire, mais quelque chose qui a gardé la fraîcheur de ces années-là. Et je voulais restituer ça sur l'écran, et ça me plaisait. Alors, je rentre chez voir Gaumont, Alain Poiret, qui était le producteur. Je lui dis, Alain, je viens de voir une idée là, qui me plaît beaucoup, de Daniel Thompson. Est-ce que tu ne pourrais pas racheter l'idée et le contrat de Daniel Thompson à Roland Gréty, qui était le producteur de télévision? Puis c'était une bouteille à la mer. Puis 15 jours s'est passé. Au bout de 15 jours, il me rappelle, il me dit, Claude, c'est fait. J'ai racheté le contrat de Daniel, et ton prochain film, c'est celui-là.
Et à ce moment-là, à partir de cette idée de Daniel, qui est totalement... Et à qui il rend justice toujours. Oui, oui, absolument. Et sa famille. Nous avons écrit le scénario, mais on a quand même travaillé 6 mois sur le scénario. Alors, vous avez parlé d'Alain Poiré, j'allais en parler, puisque il y a des producteurs, les producteurs de cinéma, c'est comme les garagistes d'occasion, il y a des honnêtes et il y a des malhonnêtes. Il y a, comme disait Guitry, j'ai rencontré beaucoup de producteurs ruinés, j'en ai jamais rencontré de pauvres. Entre autres, il y a eu des Raoul Lévy, il y a eu des gens comme ça dont on vous parlera peut-être, mais il y a des très grands producteurs et il a eu la chance, vous avez eu Mouchkine, le père d'Ariane, entre autres, et Poiré, qui sont peut-être dans votre trajectoire de film les 2 producteurs les plus importants de votre carrière. Parce que producteur, c'est merveilleux, mais c'est pas uniquement le cigare et la grosse voiture. Oh non, surtout Alexandre Mnouchkine, qui lui était sur le plateau en permanence, et on pouvait lui dire, tiens Alexandre, va aller chercher ceci, au dernier moment, il prenait la voiture, il partait, bon, c'était extraordinaire. Autant il avait un talent de financier, il connaissait tout le monde à Hollywood, quand il dit à Lyon, il n'arrêtait pas de serrer des mains partout, et il était très connu, très efficace, mais en même temps, il avait ce côté un peu ludique, aussi d'aimer voir se tourner des histoires, se créer des films. Et il était passionné, il était sur le plateau, discret dans un petit coin. Mais si on a besoin de lui, on ne se gênait pas, il était très content de partir chercher quelqu'un, des grands producteurs. Et j'avais une immense affection pour lui, c'est grâce à lui, pour différentes raisons, c'est Alexandre Mnouchkine qui m'a fait rentrer dans la mise en scène comme assistant. Et c'est Alexandre Mnouchkine qui m'a présenté ma femme, à Hong Kong. Une nordique. Une danoise. Et bon, donc je lui dois beaucoup de choses. Et ensuite, il m'a confié la mise en scène d'un film, L'homme en colère, que nous avons entendu au Canada. Alors, il y a une histoire qui est arrivée sur le plateau, et je m'étais demandé si c'était un spectacle normal, mais là, nous sommes tous en train de faire un creuset de boulot. Si la salle avait été totalement pleine, je n'aurais sans doute pas osé aborder cette scène affreuse qu'il a vécue avec Ralph Baum et Max Ophuls. Alors, on peut peut-être le dire, parce que vous, ça vous gênera. Moi, j'ai pris le bouquin, je vous dirai la phrase, parce que tant pis, j'insiste bien, on est entre nous, ne le répétez pas, mais c'est cru. S'il y a des chastes oreilles, allez dans le parloir. Alors, parce qu'il avait un caractère de cochon, Max Ophuls. C'est dans la Montès, oui. Max Ophuls, pour qui j'avais une admiration, toujours d'ailleurs, sans borne. Notamment, j'ai adoré Madame II, par exemple. Bon, il y avait une sensibilité, une élégance. Bon, c'était un homme, mais je ne sais pas pourquoi, dans la Montès, il était une terreur. Il renvoyait un technicien par jour et il piquait des colères. Le plateau, on était surnombreux. Il y avait je ne sais pas, une trentaine d'électriciens, que des corps de bateaux, il y avait des coursives, c'était difficile à photographier, et beaucoup de techniciens, etc. Et on l'accusait de faire, quand on est en projection le soir, les autres productions qui attendaient disaient, tiens, voilà l'équipe de Lola Montès qui vient voir son plan. Parce qu'on faisait un plan par jour, donc on pouvait comprendre que le producteur commençait à perdre beaucoup d'argent et à s'inquiéter sérieusement. Alors, ce jour-là, de mauvaise foi, tout le monde tremblait sur le plateau parce qu'il était tellement exigeant, tellement bon, il y avait un silence extraordinaire. Et puis, il avait fait un contre-champ dans un décor, et tout d'un coup, parce qu'on est appuyé sur la fenêtre, alors il y avait tous les fausses, les arbustes, etc., et tout d'un coup, il faisait un contre-champ, donc il fallait retirer les arbustes et mettre un praticable. Il a mis une colère terrible en disant comment on me dit que je prends du retard et ce praticable n'est pas en place. On disait, mais écoutez, il faut 3 minutes pour le faire. On n'aurait pas pu le mettre, etc. Il hurlait, une mauvaise foi incroyable. Et d'ailleurs, quand il hurlait, il donnait postillon à la lumière des projecteurs, bon, il éructait littéralement. Et les gens étaient terrorisés parce que souvent ils mettaient les gens à la porte à cause de ça. Et là, il a dit appelez-moi Ralph Baum, directeur de production. Alors, Ralph Baum vient sur le plateau avec son chapeau un petit peu en l'air comme ça, et Ophuls, devant tout le monde, dans un silence de mort, se met à l'insulter en allemand.
il hurlait comme ça. Et Ralph l'écoutait comme ça, etc. Et à la fin, Et alors à la fin, si vous n'aimez pas les gros mots, bouchez-vous les oreilles, mais c'est très court. Mais brusquement, il y a Ralph qui est imperturbable, il prend le flot d'injures et à un moment, dans un silence, il lui dit « Max, je te pisse à l'arrêt et je te chie sur la gueule ». Et le Max Ophuls, comme ce genre ça le douche totalement et il sort, Ralph, comme ça, et le silence qui a suivi alors était encore de moins à. voilà. C'est-à-dire que quelqu'un lui tenait tête. Et tout d'un coup, il n'avait plus de... Il ne pouvait plus rien dire. En plus, il avait besoin de Ralph Baum. Parce qu'il Et avait... puis en plus, ils étaient amis, il faut le dire. Il était très ami. Et c'est Ralph qui avait discuté le protocole qui lui permettait d'avoir des dépassements s'il le voulait. Il n'y avait pas des cadavres entre eux, mais il y avait... Et en plus, vous avez signalé dans le bouquin, c'est que quand il a dîné avec vous, et c'était un homme charmant, Voilà. c'était sur le plateau le rendait dingue, au fond. Je lui disais, vous ne vous rendez pas compte alors je lui ai cité des exemples de ça, de ce côté gauleiter qu'il avait sur le plateau, qui faisait pleurer les gens, etc. Et je lui raconte des anecdotes de ce qui, par exemple, l'histoire des musiciens de toutes les Oui, couleurs. de toutes les couleurs. Bon, Quand même, un peu long là, mais et je lui racontais ça et il riait, il me riait aux larmes, bon, parce que ça l'amusait de voir qu'il ne se rendait pas compte de ce qui se passait derrière. Mais bon, l'homme revenait simplement le soir, mais dans la journée, c'était une terreur.